de ton intervention de manière anonyme au lien que nous allons inscrire dans le chat maintenant. Eh bien, je crois que c'est à toi. Merci pour cette super introduction. Ça fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, de participer à cette journée pour la fin du spécisme. Et puis, c'est l'occasion parfaite pour faire un petit peu de ménage conceptuel. Donc, c'est précisément l'idée de cette conférence. Je sais que ce concept, il y a maintenant plein de gens qui l'utilisent tout le temps et que parfois, il n'est pas très bien utilisé. Parfois, les gens se comprennent mal à cause de ça. Donc, il y a des confusions, des malentendus. Et puis ça a cette tendance à parfois polluer un peu les discussions. Et donc, je trouve que c'est toujours utile de faire un petit peu de ménage, de consolider les bases. Donc, c'est l'idée de cette présentation. Il y a trois grandes questions qu'on peut se poser au sujet du spécisme. La question la plus importante, je dis toujours, c'est la question morale, de savoir si le spécisme est juste ou injuste. Ça, c'est la question qui a le plus intéressé les philosophes jusqu'à maintenant. Mais on ne peut pas tout de suite répondre à cette question. Avant de répondre à cette question, il faut se demander ce que c'est que le spécisme. Parce que si on ne sait pas ce que c'est qu'une chose, on ne peut pas encore se demander si cette chose est juste ou injuste. Donc ça, c'est la première étape. Il y a assez peu de littérature à ce sujet, mais on verra qu'il y a quand même 2-3 choses intéressantes à dire. En tout cas, c'est ce que j'espère pour la première partie de la présentation. Puis une fois qu'on sait ce que c'est que le spécisme, il faut encore se demander si le spécisme existe. Parce que s'il n'existait pas, ce ne serait pas intéressant de savoir s'il est juste ou injuste. Donc, là aussi, il y a assez peu de littérature à ce sujet, mais c'est quand même un présupposé important, parce que la plupart du temps, les gens ne discutent pas de la moralité de pratiques qui n'existent pas. Donc, si les philosophes ont discuté jusqu'à maintenant de la moralité du spécisme, c'est bien parce qu'ils présupposaient son existence. Mais il y a aussi des philosophes qui nient l'existence du spécisme, ça, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de la présentation. Et on verra si c'est convaincant ou pas. En fait, on va voir que ce n'est pas convaincant. Et une fois qu'on aura vu que ce n'est pas convaincant, une fois qu'on aura vu ce que c'est que le spécisme et que le spécisme existe, ben là, on pourra enfin se poser la question qui nous intéresse le plus, à savoir la question de savoir s'il est juste ou injuste. Ce sera l'objet de la troisième partie de la présentation. Donc voilà pour le plan. Je commence directement avec la première partie. Qu'est-ce que le spécisme? Alors, bizarrement, les philosophes se sont peu intéressés à cette question. Il y a peu de littérature sur cette question. Puis ça, c'est bizarre, parce que les philosophes d'habitude, adorent discuter de la définition des termes, ils adorent analyser les concepts. Ils n'ont pas tellement fait ça avec le concept de spécisme. Donc, en général, ils se contentent d'utiliser le terme de la manière qui leur convient pour désigner le concept qui leur est utile, mais ça fait qu'ils n'utilisent pas toujours le terme de la même manière et que donc, ils ne réfèrent pas toujours au même concept. Puis ça, c'est un petit peu embêtant quand on a envie de parler de la même chose. Donc, par exemple, il y a des philosophes qui vont distinguer le spécisme de l'anthropocentrisme. C'est une distinction sur laquelle je reviendrai dans un instant. Puis d'autres qui ne font pas cette distinction-là. Et ça mène à des malentendus. On verra notamment dans la deuxième partie de la présentation. Et donc, c'est un peu embêtant. Alors, c'est bien de travailler avec une définition un petit peu claire du concept qui nous intéresse. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, je vais vous proposer une définition qui me semble assez utile, qui rend le concept de spécisme utile et intéressant. Alors, pour la petite histoire, ce terme de spécisme, ou le concept même, il a été inventé dans les années 1970, au début des années 1970, pas par un philosophe, mais par un psychologue qui s'appelle Richard Ryder. Et Richard Ryder, il utilisait ce terme dans une brochure qu'il utilisait pour militer contre l'expérimentation animale, puis il distribuait cette brochure aux alentours d'Oxford, donc comme j'ai dit, au début des années 70. Puis le début des années 70, c'est vraiment juste avant la publication de La libération animale par le philosophe australien Peter Singer. Et puis c'est vraiment avec cet ouvrage que la notion de spécisme s'est popularisée. Avant, il y avait quelques personnes qui utilisaient le terme, mais depuis que La libération animale a été publiée, beaucoup plus de gens connaissent le concept. C'est devenu un concept philosophique commun. Beaucoup de gens discutent de la moralité du spécisme. Donc c'est à ce moment-là que ça s'est popularisé. Puis dans ce bouquin, Singer, il nous donne une définition du spécisme qui est la suivante. Le spécisme, c'est un préjugé ou une attitude de parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et à l'encontre des membres des autres espèces. Donc on va voir dans un instant, cette définition pose un certain nombre de problèmes, mais c'est quand même une super base pour comprendre, avoir une idée générale de ce que c'est que le spécisme, et en particulier, cette définition, elle montre très bien comment le spécisme est l'analogue du racisme et du sexisme, mais cette fois-ci au niveau de l'espèce.
L'idée, c'est la suivante. Il est raciste de privilégier, par exemple, les blancs par rapport aux non-blancs. Il est sexiste de privilégier, par exemple, les hommes par rapport aux femmes. De la même manière, on va dire qu'il est spéciste de privilégier, par exemple, les humains par rapport aux autres animaux. Cette analogie entre le spécisme d'un côté et les discriminations intra-humaines de l'autre côté, elle nous permet de dire des choses philosophiquement intéressantes. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Puis on verra que c'est le cas dans la troisième partie de la présentation. Le problème, c'est qu'elle contribue un petit peu au flou et aux incompréhensions qui entourent cette notion de spécisme. Parfois, il y a plein d'objections qui sont adressées à cette notion basée justement sur cette analogie. Et puis en particulier, ce qu'on va faire maintenant, c'est écarter trois confusions qui sont assez répandues et puis qui sont générées justement par l'analogie avec ces discriminations intra-humaines. Donc, je vais vous expliquer trois choses que n'est pas le spécisme. Premièrement, on appelle parfois racisme la croyance en l'existence des races. Puis être raciste dans ce sens-là, c'est simplement croire qu'il existe des races au sein de l'espèce humaine. Donc, de manière analogue, on pourrait se dire que dans ce cas, le spécisme doit être la croyance en l'existence des espèces et qu'être spéciste, c'est croire que les espèces existent au sein du règne animal. Ce serait croire qu'il y a des êtres humains, des chevaux, des poissons rouges, etc., etc. Le problème, c'est que l'immense majorité des antispécistes admettent l'existence des espèces, qu'ils admettent qu'il y a des humains, des chevaux et des poissons rouges, simplement ils considèrent que l'existence des espèces ne justifie pas qu'on privilégie certains par rapport à d'autres, selon l'espèce à laquelle ils appartiennent. Donc les espèces existent, mais ça ne justifie pas une discrimination selon l'espèce. Donc la première erreur, c'est de penser que le spécisme est la croyance en l'existence des espèces. Ce n'est pas ça. Ensuite, on appelle parfois racisme la croyance qu'il y a des inégalités de capacité entre les races. Par exemple, c'est raciste de croire que les blancs sont plus intelligents que les noirs. De nouveau, de manière analogue, on pourrait se dire, mais dans ce cas, le spécisme, ça doit être la croyance qu'il y a des inégalités entre les espèces. Donc, ce serait la croyance, par exemple, que les humains sont plus intelligents que les poissons rouges. De nouveau, c'est pas ça. De nouveau, l'immense majorité des antispécistes reconnaissent l'existence d'inégalités entre les espèces. Ils admettent qu'il y a des inégalités entre les espèces. Simplement, ils considèrent que ces inégalités ne sont pas moralement pertinentes, ne sont pas à même de justifier qu'on privilégie certains individus par rapport à d'autres. Donc, les humains sont en moyenne plus intelligents que les poissons rouges, mais ça ne justifie pas qu'on discrimine les poissons rouges. Ça, c'est l'idée. Donc, deuxième confusion, le spécisme, ce n'est pas la croyance qu'il y a des inégalités entre les espèces. Troisième chose, on appelle parfois sexisme l'idée selon laquelle les hommes auraient des droits que les femmes n'ont pas. Par opposition, on appelle féminisme la revendication d'égalité des droits pour les hommes et les femmes. De nouveau, si on réfléchit par analogie, on va se dire, dans ce cas-là, l'antispécisme, c'est forcément la revendication d'égalité des droits pour les humains et les autres animaux. Donc, ça serait par exemple la revendication que les poissons rouges aussi aient le droit de passer leur permis de conduire. Évidemment, ça c'est absurde, et c'est aussi assez évident que les antispécistes ne sont pas en train de demander ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, les féministes non plus ne demandent pas exactement l'égalité des droits pour les hommes et les femmes. Ce que demandent les féministes plus précisément, c'est que les hommes et les femmes aient les mêmes droits quand ils ont les mêmes intérêts. Si on prend un exemple, les hommes et les femmes ont en commun un intérêt à bien gagner leur vie, et donc on voit mal pourquoi les femmes toucheraient un salaire inférieur à celui des hommes quand elles effectuent les mêmes tâches et aussi bien. En revanche, les femmes n'ont pas d'intérêt à pouvoir subir une vasectomie, et donc les féministes ne revendiquent pas le droit pour les femmes à subir une vasectomie. Donc, quand les intérêts sont les mêmes, on veut avoir les mêmes droits. Quand les intérêts sont différents, les droits sont différents et ça pose de problème à personne. Ça, c'est intéressant parce qu'au fond, les antispécistes, non plus, ils ne demandent pas l'égalité des droits entre les humains et les autres animaux à proprement parler. Ce que demandent les antispécistes, c'est précisément que les autres animaux aient les mêmes droits que les humains quand ils ont les mêmes intérêts. Donc, par exemple, les poissons rouges ont un intérêt à ne pas souffrir inutilement, comme les humains. Et donc, si les humains ont le droit de ne pas souffrir inutilement, les poissons rouges aussi devraient avoir le droit de ne pas souffrir inutilement. Donc, même intérêt, même droit.
Par contre, quand les intérêts sont différents, les droits sont différents, par exemple, les poissons rouges n'ont pas d'intérêt à pouvoir passer leur permis de conduire, et donc c'est normal qu'ils n'aient pas le droit de passer leur permis de conduire. Donc ça, c'est important. L'idée des antispécistes, c'est que ce qui compte, c'est les intérêts. Quand les intérêts sont les mêmes, on va avoir les mêmes droits, mais on ne demande pas l'égalité des droits pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Bref, troisième confusion, c'est de penser que le spécisme est la croyance que les humains ont des droits que les autres animaux n'ont pas. Le spécisme, ce n'est pas ça non plus. Pour le dire de manière positive, le spécisme, c'est la discrimination selon l'appartenance d'espèce, ou basée sur l'appartenance d'espèce, ou en fonction de l'appartenance d'espèce. Donc c'est un privilège qui est accordé à certains individus par rapport à d'autres individus en fonction de l'espèce à laquelle appartiennent ces individus. C'est-à-dire qu'on est spéciste, par exemple, si on accorde plus d'importance aux intérêts, au bien-être, à la souffrance des humains qu'aux intérêts, au bien-être, à la souffrance des autres animaux. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des philosophes qui distinguent le spécisme de l'anthropocentrisme. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient de le voir, le spécisme, c'est la discrimination selon l'appartenance d'espèce, quelle que soit l'espèce. Ça veut dire que vous êtes spéciste si vous privilégiez les humains par rapport aux autres animaux. Vous êtes aussi spéciste si vous privilégiez certains animaux par rapport à d'autres. Par exemple, les chiens par rapport aux cochons ou les chats par rapport aux rats. L'anthropocentrisme, en revanche, c'est la discrimination basée sur l'appartenance à l'espèce humaine en particulier. Ça veut dire que c'est la variante spécifique du spécisme qui consiste à privilégier les humains par rapport aux autres animaux. Et ça signifie que si vous privilégiez les chiens par rapport aux cochons ou les chats par rapport aux rats, vous êtes spéciste, mais vous n'êtes pas anthropocentriste. Donc le spécisme, c'est quelque chose de plus large que l'anthropocentrisme. Et cette différence, elle est vraiment importante. On va se rendre compte encore plus dans un instant quand on parlera de l'existence du spécisme. D'ailleurs, je tourne vers cette deuxième question. Maintenant qu'on est... Voilà, je me tourne vers cette deuxième question, qui est la question de l'existence du spécisme. Maintenant, on sait ce que c'est que le spécisme, et donc on peut se demander s'il existe. Autrement dit, on peut se demander si, dans les faits, les gens discriminent selon l'appartenance d'espèce, ou si, au contraire, ils ne font pas ça. S'ils ne font pas ça, ça veut dire que le spécisme n'existe pas. Et ça veut dire que ce n'est pas intéressant de savoir s'il est juste ou injuste. Donc maintenant, on veut s'assurer que les gens, dans les faits, discriminent selon l'appartenance d'espèce. Alors, l'élevage, c'est un bon exemple de pratique qu'on pourrait légitimement suspecter d'être spéciste. Pourquoi? Parce que d'une part, nous exploitons et nous tuons des animaux pour consommer leur chair, et d'autre part, nous refusons d'exploiter et de tuer des êtres humains pour la même raison. Donc, dans le cas de l'élevage, on traite les animaux d'une manière dont on refuse de traiter les êtres humains. Donc, il semble qu'on discrimine sur la base de l'appartenance d'espèce, particulièrement sur la base de l'appartenance à l'espèce humaine. Donc, il semble que nous soyons spécistes. Ça, c'est une interprétation des faits. Alors, je vais examiner 3 objections à cette interprétation, 3 objections qui tendent à montrer qu'en fait, nous ne sommes pas spécistes dans le cas de l'élevage. Et on va voir qu'aucune de ces objections est vraiment convaincante. La première objection, elle vient du philosophe Shelley Kagan. Lui nous dit, nous ne sommes pas spécistes, et contre l'idée que nous serions spécistes, il soulève l'objection suivante. Certes, nous exploitons et nous tuons des animaux pour consommer leur chair, ça c'est évident. Certes, nous refusons d'exploiter et de tuer des êtres humains pour la même raison, ça aussi c'est assez évident. Mais il ajoute ceci. Nous refuserions aussi d'exploiter et de tuer des extraterrestres intelligents pour consommer leur chair. Par exemple, on ne voudrait pas tuer E.T. pour en faire de la chair à saucisse. On ne voudrait pas tuer Superman pour en faire de la viande. Et donc, Kagan en conclut qu'on ne discrimine pas sur la base de l'appartenance à l'espèce humaine, puisqu'on privilégie aussi des individus qui ne sont pas humains. Et ça, selon lui, ça veut dire que nous ne sommes pas spécistes. Alors, l'objection à cet argument de Kagan, peut-être que vous l'aurez anticipé, c'est que cette objection, elle confond le spécisme et l'anthropocentrisme. Ici, Kagan parvient éventuellement à montrer que nous ne sommes pas anthropocentristes. Si c'est vrai qu'on ne discrimine pas des extraterrestres intelligents, là il n'y en a pas, mais s'il y en avait, si c'est vrai qu'on ne les discriminerait pas dans ce cas-là, ça montre bien qu'on ne discrimine pas en fonction de l'appartenance à l'espèce humaine, puisque ces extraterrestres intelligents ne feraient pas partie de l'espèce humaine. Donc ça montre que nous ne sommes pas anthropocentristes.
Et cette objection, elle échoue à montrer que nous ne sommes pas spécistes, parce que même si des extraterrestres intelligents débarquaient sur Terre et puis qu'on se mettait à les traiter avec le même respect qu'on a pour les êtres humains, ça n'empêche pas qu'on discriminerait les poules, les vaches et les cochons sur la base de l'espèce à laquelle ils appartiennent. Donc ça n'empêche pas que maintenant, on est en train de discriminer les poules, les vaches et les cochons sur la base de l'espèce. Donc cet argument est vraiment bizarre. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous disait « C'est vrai, je discrimine les Noirs et les Arabes d'ailleurs, mais je ne suis pas raciste parce que je ne discrimine pas les Asiatiques. » Clairement, ce n'est pas un argument, ça. Donc, si la personne qui discrimine les Noirs et les Arabes sur la base de la race ou de l'ethnie, et qui ne discrimine pas les Asiatiques sur la base de l'ethnie, est raciste, mais il va falloir dire que nous, on est spécistes, même si on aurait beaucoup de respect pour des extraterrestres intelligents. Donc, cet argument, il échoue à montrer que nous ne sommes pas spécistes. Le deuxième argument, il est basé sur l'idée que, en fait, nous sommes des personnistes plutôt que des spécistes. Ça veut dire qu'on ne discrimine pas en fonction de l'appartenance d'espèce, mais en fonction des capacités mentales. Donc, en clair, on ne privilégie pas les humains, on privilégie les individus qui sont rationnels, conscients d'eux-mêmes, capables de réciprocité, etc., etc. En un mot, on privilégie les personnes. Alors, ce qui se passe dans le cas de l'élevage, c'est la chose suivante. On exploite et on tue des non-personnes pour consommer leur chair. On refuse d'exploiter et de tuer des personnes pour consommer leur chair. Et puis, le résultat, c'est quand même le même, parce que les humains sont des personnes et les animaux sont des non-personnes. Mais ce qui explique notre comportement, ce n'est pas l'espèce à laquelle les individus appartiennent, ce sont les capacités mentales des individus. Et ça montre qu'on discrimine en fonction des capacités mentales, et donc on est personniste et on n'est pas des spécistes. Alors cette objection, elle parviendrait à montrer que nous ne sommes pas des spécistes si elle est fonctionnelle. Le principal problème avec cette objection, c'est que certains humains ne sont pas des personnes au sens qui nous intéresse ici. Ça veut dire que, par exemple, les handicapés mentaux lourds, les nouveau-nés, les vieillards séniles, c'est des individus qui font partie de l'espèce humaine, mais qui ne sont pas rationnels, conscients d'eux-mêmes, capables de réciprocité, etc., etc. Donc ces individus sont des humains, mais ne sont pas des personnes. Et pour autant, on refuse évidemment et heureusement de les exploiter, de les tuer pour consommer leur chair. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, c'est qu'on privilégie les humains qui sont des personnes, on privilégie aussi les humains qui ne sont pas des personnes, et puis au fond, ceux qu'on discrimine, ce sont les animaux. Donc on voit très bien que ce qui fait le travail d'expliquer la manière dont on se comporte, ce n'est pas du tout le critère d'être une personne ou pas une personne, ce ne sont pas du tout les capacités mentales. Ce qui explique la manière dont on se comporte, dont on discrimine, c'est bien l'appartenance d'espèce. Donc pour cette raison, cette deuxième objection, elle échoue aussi à montrer que nous ne sommes pas spécistes. Il semble bien que nous ne soyons pas des personnistes, nous sommes bel et bien des spécistes. Puis la troisième objection, elle vient comme la première du philosophe Shelley Kagan. Et cette fois-ci, il nous dit, nous ne sommes pas des spécistes, nous ne sommes pas non plus des personnistes, mais nous sommes des personnistes modaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous discriminons sur la base de la personnalité modale. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Une personne modale, c'est un sujet qui soit est une personne, soit aurait pu être une personne. Autrement dit, c'est un sujet qui soit est rationnel et conscient de lui-même, soit aurait pu être rationnel et conscient de lui-même. Donc l'idée de Kagan, c'est la suivante. Dans le cas de l'élevage, ce qui se passe, c'est que nous exploitons et nous tuons des non-personnes modales pour consommer leur chair, donc des individus qui ne sont pas des personnes modales. Nous refusons d'exploiter et de tuer des personnes modales pour consommer leur chair. Et puis ça revient un petit peu au même. Les animaux sont des non-personnes modales, pour ça qu'on les exploite, et les humains sont au moins des personnes modales. Donc on privilégie les humains normaux parce qu'ils sont des personnes, on privilégie les humains non paradigmatiques parce qu'ils auraient pu être des personnes, puis les animaux, non seulement ils ne sont pas des personnes, mais ils n'auraient pas pu être des personnes, et donc on peut négliger leurs intérêts. Selon Kagan, ça c'est la bonne manière de décrire comment nous discriminons ou comment nous nous comportons.
Alors, cette idée que nous sommes des personnistes modaux, ça a à première vue l'air de bien décrire la manière dont on se comporte, mais il y a quand même deux problèmes qui, à mon avis, sont assez importants. Le premier problème, il concerne les humains qui ne sont pas des personnes modales, parce qu'il y en a quand même. Donc, pour comprendre ce problème, on peut faire une expérience de pensée. Imaginons qu'on ait deux individus qui sont mentalement handicapés, au point qu'ils ne sont pas des personnes, donc au point qu'ils ne sont ni rationnels ni conscients d'eux-mêmes. Puis il y a une différence entre ces deux individus, c'est que le premier, c'est pas une personne, mais il aurait pu être une personne parce que son handicap est dû à un dysfonctionnement qui a eu lieu au cours de la grossesse. Le deuxième, en revanche, non seulement il n'est pas une personne, mais il n'aurait pas pu être une personne parce que son handicap est d'origine génétique. On va partir du principe que lui, non seulement il n'est pas une personne, mais il n'aurait pas pu être une personne. Si nous étions des personnistes modaux, comme le dit Kagan, ce qui se passerait, c'est qu'on accorderait beaucoup plus d'importance aux intérêts, au bien-être, à la souffrance du premier individu qu'aux intérêts, au bien-être, à la souffrance du deuxième individu. Ça veut dire que, autre exemple, si d'un coup je me rendais compte que tel handicapé mental doit son handicap mental à une cause génétique, je me mettrais à accorder beaucoup moins d'importance à sa douleur ou à son plaisir. Puis ça, c'est une prédiction très bizarre. Il semble qu'en soi, le fait que le handicap soit d'origine génétique ou non, ça ne change rien à la manière dont on se comporte envers les individus. Et si ça, c'est le cas, ça montre bien que nous ne sommes pas des personnistes modaux. Le deuxième problème, il concerne les personnes modales qui ne sont pas des humains. Donc, concrètement, les animaux qui sont des personnes modales. Ici aussi, on peut faire une expérience de pensée. Imaginons que d'ici une quinzaine d'années, grâce à cause au progrès de l'amélioration génétique, on soit capable de modifier des cochons pour qu'ils deviennent des personnes, pour qu'ils deviennent conscients d'eux-mêmes et rationnels. Simplement, cette pratique, on l'a développée pour pouvoir ensuite l'utiliser sur des humains. Maintenant qu'on sait l'utiliser sur les humains, on ne va plus l'utiliser sur les animaux. En plus, ça coûte cher. Donc, les cochons, en clair, restent des non-personnes. Mais ça n'empêche pas qu'on aurait pu utiliser cette technique sur eux, si bien qu'ils auraient pu être des personnes. Donc là, on imagine une situation dans 10-15 ans où tous les cochons sont des non-personnes, mais tous les cochons sont quand même des personnes modales. Quelle est la prédiction de l'hypothèse selon laquelle nous sommes des personnistes modaux? Si nous sommes des personnistes modaux, on va se mettre à traiter les cochons, même s'ils ont exactement les mêmes capacités mentales qu'ils ont maintenant, on se mettrait à les traiter aussi bien qu'on traite maintenant les humains non paradigmatiques. Puis ça, c'est une prédiction complètement bizarre. Si les cochons ont exactement les mêmes capacités que maintenant, il semble qu'on va continuer de les traiter exactement de la même manière. Donc, raison de plus de penser qu'en fait, nous ne sommes pas des personnistes modaux. Donc, ce que ça suggère, c'est qu'en fait, nous sommes bel et bien des spécistes. Et donc, ça, c'est un présupposé que je vais accepter pour le reste de la présentation. Je passe donc à la troisième question qui nous intéresse. Maintenant qu'on sait ce que c'est que le spécisme, on sait que le spécisme existe, on va se demander s'il est juste ou injuste, s'il est moralement acceptable ou moralement condamnable. Donc, j'ai dit tout à l'heure, le spécisme, il tire son nom d'une analogie avec le racisme et le sexisme. Les racistes discriminent selon la race, les sexistes discriminent selon le sexe. L'idée, c'est que les spécistes, de la même manière, discriminent selon l'espèce. De là, on pourrait se dire, peut-être que le spécisme est injuste précisément pour la même raison qui rend injuste le racisme et le sexisme. Et cette idée, c'est exactement l'idée des antispécistes. Maintenant, cette idée, elle se heurte souvent à un constat assez banal, c'est qu'il y a des différences qui ont l'air importantes entre, d'un côté, les discriminations intra-humaines, le racisme et le sexisme, et puis de l'autre côté, le spécisme. Par exemple, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des inégalités entre les espèces, alors que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'inégalité entre les races. Autre exemple, les femmes et les Noirs ont lutté et luttent encore activement contre le racisme et contre le sexisme, alors qu'on imagine mal des animaux lutter contre le spécisme. Donc, compte tenu de ces différences entre le spécisme et les autres discriminations, on pourrait se dire peut-être que l'analogie ne tient pas la route. Peut-être que c'est juste une erreur de penser que le spécisme va être injuste pour la même raison
qui rend injuste le racisme et le sexisme. Cette objection, elle repose en fait sur une confusion, c'est que les antispécistes ne disent à aucun moment que le spécisme possède toutes les caractéristiques du racisme et du sexisme. L'idée, c'est simplement que le spécisme partage avec ces autres discriminations la caractéristique qui les rend injustes. Donc l'argument, c'est le suivant. Le racisme et le sexisme sont injustes parce qu'ils possèdent une certaine caractéristique. Or, le spécisme possède lui aussi cette caractéristique, donc le spécisme est lui aussi injuste. Ici, la question importante, c'est de savoir quelle est cette caractéristique qui rend injuste le racisme et le sexisme. Alors, généralement, on considère qu'il faut traiter les cas similaires de manière similaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai en face de moi deux individus et que je veux en traiter un mieux que l'autre, il va falloir que je puisse identifier entre ces deux individus une différence qui justifie cette différence de traitement. Donc, il faut que je puisse identifier une différence moralement pertinente entre les deux individus. Or, il n'y a pas entre les blancs et les noirs de différence qui justifie qu'on privilégie les blancs, et ça veut dire que le racisme viole ce principe. De la même manière, il n'y a pas entre les hommes et les femmes de différence qui justifie qu'on privilégie les hommes, et donc ça montre que le sexisme viole lui aussi ce principe. Alors l'idée des antispécistes est la suivante. Premièrement, le racisme et le sexisme sont injustes parce qu'ils violent ce principe. Or, le spécisme viole lui aussi ce principe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas non plus entre les humains et les autres animaux de différence qui justifie qu'on privilégie les humains. Conclusion, le spécisme est lui aussi injuste. Alors toute la question, c'est de savoir si la deuxième prémisse de cet argument est vraie. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de différence entre les humains et les autres animaux qui justifie qu'on privilégie les humains? Alors voici un argument qui montre, ou qui prétend montrer, qu'il n'y a pas de différence moralement pertinente entre les humains et les autres animaux. Premièrement, la seule différence entre tous les humains d'un côté et tous les autres animaux de l'autre côté, c'est l'appartenance à l'espèce humaine. Alors on parle souvent des propres de l'homme, on dit les humains sont rationnels, conscients d'eux-mêmes, etc., etc. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des humains qui ne possèdent pas ces capacités, et peut-être qu'il y a des animaux qui possèdent ces capacités. Par exemple, il y a des études qui montrent très bien que certains animaux sont conscients d'eux-mêmes. Donc, la seule différence véritablement entre tous les humains et tous les autres animaux, c'est le fait d'appartenir à l'espèce humaine. Ça, c'est la première prémisse de notre argument. Deuxième prémisse, l'appartenance à l'espèce humaine est une caractéristique strictement biologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, il faut distinguer entre deux types de caractéristiques. D'un côté, des caractéristiques purement biologiques et d'un autre côté, des caractéristiques qui sont en partie psychologiques. Par exemple, le fait d'être une personne, c'est une caractéristique en partie psychologique. Pour être une personne, il faut remplir certaines conditions, satisfaire certains critères du genre la conscience de soi et la rationalité, qui sont des critères psychologiques. Puis d'un autre côté, il y a des caractéristiques qui ne sont pas du tout psychologiques, qui ne disent rien de la psychologie des individus. Par exemple, la couleur de la peau. Le fait que ma peau est blanche ne dit rien de mes intérêts ou de mes capacités mentales. Le sexe est un autre exemple. Le fait que je suis de sexe masculin plutôt que féminin, en soi, n'implique rien sur mes capacités mentales ou mes intérêts. Donc ces caractéristiques-là, couleur de peau, sexe, mais au-delà de ça, couleur des cheveux, couleur des yeux, taille, morphologie, etc., sont des caractéristiques purement biologiques. Troisièmement, les caractéristiques purement biologiques ne sont pas moralement pertinentes. Ça veut dire que, par exemple, la couleur de ma peau ne justifie pas qu'on accorde plus d'importance à mon bien-être qu'au bien-être d'un noir. Ça veut dire que le fait que je suis un mâle plutôt qu'une femelle, en soi, ne justifie pas qu'on accorde plus d'importance à ma souffrance qu'à la souffrance d'une femme. Il semble bien que les caractéristiques purement biologiques ne soient pas moralement pertinentes. Et de là, on peut conclure qu'il n'y a pas de différence moralement pertinente entre tous les humains d'un côté et tous les autres animaux. Mais s'il n'y a pas de différence moralement pertinente entre tous les humains et tous les autres animaux, ça veut dire que le spécisme viole lui aussi le principe qui nous demande de traiter les cas similaires de manière similaire.
Donc, comme le racisme et comme le sexisme, le spécisme viole ce principe. Et donc, comme le racisme et comme le sexisme, le spécisme est injuste. Et précisément pour la même raison. Pour résumer mon propos, on a vu ce que c'était que le spécisme, c'est la discrimination fondée sur l'appartenance d'espèce. On a vu que le spécisme existait, parce que dans les faits, les gens discriminent selon l'espèce. Puis on vient de voir que le spécisme est injuste, parce qu'il n'y a pas de différence moralement pertinente entre les humains et les autres animaux. Voilà, merci pour votre attention. Eh bien, merci à toi. C'est un chemin très précisément dessiné, François, que l'on a suivi pas à pas. Et il a généré 3 questions pour l'instant. Et j'attends bien à ce que d'autres questions arrivent. Maintenant, je me dis, puisque le spécisme est injuste, tu nous montres aussi clairement que finalement, il n'a pas du tout de raison d'être intellectuellement parlant. Il est inexplicable, sauf si, évidemment, on s'intéresse à une chose, l'idée que le spécisme est une logique de discrimination en faveur de notre propre espèce, comme l'a dit Singer. Et le en faveur, eh bien, ce serait celui, quoi, alors, finalement, de profiter de la ressource de la force animale, pour l'utiliser, par exemple, dans les champs, comme force d'attraction, mais bien sûr, celle qu'on connaît le plus, finalement, de sources de protéines, c'est donc, en fait, des usines que l'on bâtit en faveur de notre propre espèce. Ça ne serait que ça, finalement? Alors, je pense qu'il faut bien distinguer 2 questions. Une question, c'est est-ce qu'on arrive à justifier le spécisme? Et l'autre question, c'est est-ce qu'on arrive à l'expliquer? Et puis, au milieu, il y a une question un petit peu ambiguë. Est-ce qu'on arrive à l'expliquer rationnellement? Donc, c'est clair qu'il y a une explication de pourquoi les gens sont spécistes. Et puis, à mon sens, l'explication, c'est un mélange de dissonance cognitive et de tribalisme. Donc, la dissonance cognitive, c'est ce phénomène qui se produit, cet état mental qui se produit quand on a des croyances qui sont incohérentes entre elles, qui sont incohérentes avec nos comportements. C'est un état mental désagréable. Et puis, quand on est dans cet état mental, on cherche à en sortir. Et puis, un bon moyen d'en sortir, ça serait de changer de comportement. Évidemment, personne ne fait ça. Un autre moyen de s'en sortir, c'est de changer de croyance. Et d'adopter des nouvelles croyances simplement parce qu'elles sont psychologiquement confortables. Et il y a une bonne littérature sur ça qui montre que par rapport à ce qu'on appelle le paradoxe de la viande, qui consiste à la fois aimer les animaux et à la fois les faire souffrir en consommant de la viande, une manière dont les gens se sortent de ce paradoxe, c'est d'adopter des nouvelles croyances du genre « Ah, mais manger de la viande, c'est naturel » ou « c'est nécessaire ». Et puis, on pourrait penser qu'une autre manière de se sortir de ce paradoxe, c'est de commencer à se dire que la souffrance des animaux n'importe pas, ou qu'elle importe moins que celle des humains. Et ça, c'est exactement une croyance spéciste. Donc, ça, c'est une hypothèse que j'ai testée empiriquement, que j'ai défendue dans un papier. Je pense que c'est une partie de l'explication de pourquoi les gens sont spécistes. Et puis, je pense qu'une autre partie, c'est vraiment ce qu'on appelle le tribalisme, qui est cette tendance psychologique à privilégier les membres du groupe, quel que soit le groupe en question. Là aussi, il y a une bonne littérature en psychologie sur ce phénomène. Il suffit qu'on vous dise, vous êtes dans tel groupe, pour que vous mettiez à privilégier les membres de ce groupe-là et à discriminer les autres, même si le critère est complètement arbitraire. Sauf que dans la vie de tous les jours, il y a des critères qui sont plus saillants que d'autres. La race, c'est un critère très saillant. Donc, le tribalisme a l'air d'expliquer assez bien le racisme. Mais l'espèce, c'est évidemment un des critères les plus saillants. Donc, le tribalisme a un bon potentiel pour expliquer les croyances spécistes. Donc, pour moi, ces croyances spécistes, mais aussi les comportements qui vont avec, s'expliquent très bien par ces 2 phénomènes-là. Et puis après, c'est une chose de dire, le spécisme s'explique très bien, causalement. On arrive à dire, expliquer pourquoi dans les faits les gens sont spécistes. C'est une chose complètement différente de dire que le spécisme est justifié. Il y a plein de choses qui s'expliquent très bien causalement, mais qui sont injustes. Ok. Ça répond à la question? Oui, ça répond à la question. C'est important d'ailleurs de pouvoir faire cette distinction. Une question donc, pouvez-vous parler de la stratégie de la conversion au véganisme ou question de choix personnel et la stratégie du débat public des mouvements sociaux dans le contexte de mettre fin au spécisme? Alors, je ne sais pas si la question est très claire, j'aurais du mal à l'éclaircir moi-même, mais est-ce qu'elle est pigée?
François? Ouais, je pense que j'ai une idée de ce que Oui. veut dire la personne. Euh, donc, c'est vraiment des stratégies de communication. Voilà. Et si je comprends bien la question, l'idée c'est est-ce qu'il vaut mieux, pour convaincre les gens, pour faire changer la société, parler de spécisme, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de convertir les gens au véganisme, Ok, je comprends. éventuellement en parlant, C'est ça. voilà, c'est ça. Ouais. Éventuellement en faisant entrer un discours dans le débat public sur le véganisme. Ce n'est pas forcément d'essayer de convaincre les gens individuellement de devenir végan. Euh, alors moi, je suis assez convaincu que la stratégie qui consiste à parler de spécisme fonctionne bien. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart du temps, c'est de ça que je parle. Je parle assez peu de véganisme. Mais à côté de ça, je pense que c'est assez complémentaire avec un discours, une culture, des pratiques conformes au véganisme qui montrent que le véganisme est possible. Je pense que c'est important de montrer que le véganisme est possible parce que si les gens demeurent convaincus que c'est impossible ou même que c'est très difficile, on n'arrivera pas à faire changer la société à coup d'arguments antispécistes. Donc je pense qu'il faut vraiment un mélange des deux. C'est vraiment pas une réponse très originale, mais voilà, c'est mon avis. Ok. Alors, il y a des questions qui apparaissent sur le fil aussi. Donc, je vais privilégier Je celles qui vais se sont regarder posées en même temps. avant et puis on récupérera les questions après. Une autre question. On a eu deux conférences qui ont soulevé la question de l'antispécialisme. Alors, moi, j'ai pas entendu ça, mais peut-être que c'est ce qu'il fallait entendre. De l'antispécisme, non, de l'antispécisme qui ne suffit pas et que nous devons parler de l'allègement de la souffrance plutôt, plus que de discours pro-vie. Est-ce que vous avez un commentaire éthique là-dessus, sur cette éthique? Alors, je pense que là, c'est vraiment deux questions assez différentes. Je pense qu'une fois qu'on a répondu à la question que moi je me suis posée, de savoir si le spécisme est juste ou injuste, ben là, il faut se poser une question un peu différente. C'est de savoir ben, si la morale ne s'arrête pas aux frontières de l'espèce humaine, jusqu'où elle va. Et puis là, il me semble que une réponse assez consensuelle, c'est que la morale s'arrête aux frontières de la sentience, c'est-à-dire qu'on a des obligations morales envers tous les êtres sentients, et on ne peut pas avoir un devoir moral vis-à-vis d'une chose pas sentiente. Et puis, un devoir de base qu'on a vis-à-vis des humains, c'est clairement de leur éviter des souffrances inutiles. Ça veut dire que ce devoir de base, ben, a priori, on va l'avoir vis-à-vis de tous les êtres sentients. Parce que tous les êtres sentients partagent avec nous cet intérêt à ne pas souffrir. Donc c'est assez clair pour moi qu'une fois qu'on a répondu à la question de la moralité du spécisme, la bonne réponse à apporter à cette autre question, c'est que la chose qui importe le plus, c'est de minimiser la souffrance. Et ça, juste, on pourrait dire, ouais, mais on a plein d'autres devoirs vis-à-vis des animaux, et c'est sans doute vrai. Mais le fait est qu'il y a tellement de souffrance dans le monde. C'est le cas dans le monde créé par les humains, dans le monde des élevages, dans le monde des laboratoires, etc. Mais c'est encore plus le cas dans le monde naturel. Donc il me semble que là, notre premier devoir, le devoir le plus important qu'on a vis-à-vis des animaux, c'est de leur éviter toutes les souffrances qu'ils endurent. Je suis assez d'accord avec ça, mais ça ne me semble pas du tout incompatible avec une réflexion sur le spécisme. C'est assez possible que la meilleure manière de réduire à terme la souffrance des animaux, ce soit de parler de spécisme et de commencer par casser cette frontière-là pour ensuite discuter de la souffrance des autres animaux. Ok. Ah ben, il y a une question là qui nous arrive. D'après vous, quelle est là ou les manières donc les plus efficaces afin d'en arriver à un monde antispéciste? Serait-ce en le déconstruisant éthiquement ou dans le contexte de changement politique, parler d'environnement, par exemple, comme levier? Donc, je pense plutôt donc là, dans ce que j'entends, sujets plus proches d'eux. De quoi on parle? Si on parle de l'environnement des sujets, des individus? J'imagine de sujets qui parlent plus aux gens que simplement de parler des droits des animaux ou du spécisme. Ok, d'accord. Ouais, ça serait vraiment une question pour, je sais pas, un sociologue des mouvements sociaux, quelque chose comme ça. Mais mon intuition, si on veut, ça vaut ce que ça vaut, c'est que à cause de ce que je vous ai dit avant sur la dissonance cognitive, donc je pense que ce qui explique le spécisme, c'est beaucoup la dissonance. Ça veut dire que quel que soit le moyen par lequel on arrive à lutter contre la dissonance, en rendant les gens végétariens. Par exemple, si on arrive à rendre plein de gens végétariens ou véganes
en leur parlant de l'environnement ou en leur parlant de leur santé, ça va réduire leur dissonance. Puis ça, à son tour, ça va réduire leur spécisme. Donc, je pense que de nouveau, je ne suis pas sûr qu'il faille tout miser sur l'argumentation antispéciste. C'est possible qu'un bon moyen de réduire le spécisme soit de passer par un chemin un petit peu différent. Ceci dit, je pense qu'il faut parler de tout, et donc je pense qu'il faut entre autres parler du spécisme et dénoncer le spécisme. C'est là que les arguments sont les plus solides, à mon avis. Et puis, il me semble, mais alors là, je ne suis vraiment pas très sûr de moi, que c'est quand même parmi les arguments qui fonctionnent le mieux pour convaincre les gens. Donc, si on parle uniquement en termes d'efficacité, c'est peut-être quand même une bonne idée d'insister beaucoup là-dessus. Ça veut dire qu'il faut peut-être plus comprendre, c'est ça? Plus accueillir? Dans quel sens? Les personnes, leurs pensées, les accompagner davantage? Ça, je pense que c'est de toute façon une bonne idée, quel que soit le sujet sur lequel, le terrain sur lequel on essaye de les convaincre. De toute façon, il faut écouter ce que les gens ont à dire et puis essayer de leur parler de choses qui leur parlent. Donc ça veut évidemment dire que ce n'est pas la même chose qui va marcher avec tout le monde. Mais oui, en tout cas, un premier pas, c'est de... Justement, Jean-Christophe, qui est intervenu quelques webinaires plus tôt, nous parle de cette écoute-là, puisque si l'égoïsme est rationnel, alors le spécisme lui-même n'est-il pas rationnel? Et lui, il parle de la rationalité de la règle d'or qui conduit au tribalisme. Donc là, je pense qu'il faut distinguer la rationalité au sens prudentiel du terme. En un sens, c'est rationnel pour moi de faire ce qui est bon pour moi. De la rationalité morale, où on va dire, c'est assez clair que si je dis que nous avons un devoir, on a des devoirs vis-à-vis des animaux, ça veut dire que d'une certaine manière, il serait irrationnel de violer ces devoirs. Mais là, on n'est plus en train de parler de rationalité prudentielle. On n'est plus en train de parler de ce que j'ai des raisons de faire parce que c'est bon pour moi. On est en train de parler de ce que j'ai des raisons de faire parce que c'est moralement bon. Donc, du coup, on a encore ce fameux frein de l'ego dont nous parlait Jean-Christophe précédemment. Et en fait, cette espèce de altruisme ou égoïsme d'espèce, selon comment on le voit, consiste à dire on a des raisons de privilégier les humains par rapport aux autres animaux. Mais en fait, c'est vrai ni au niveau de la rationalité prudentielle, parce qu'au niveau de la rationalité prudentielle, sans doute que mon intérêt, c'est simplement de privilégier mes intérêts par rapport à ceux de n'importe qui, humain ou non humain. Puis ce n'est pas non plus vrai au niveau de la rationalité morale, où, comme je l'ai expliqué, ce qu'il est moralement rationnel de faire, c'est de prendre en compte les intérêts de tout le monde également. En tout cas, de ne pas discriminer sur la base de l'espèce. Donc, ouais, je ne suis pas très convaincu qu'il y ait un sens où il est rationnel d'être spéciste. Ou alors de manière très indirecte, parce qu'on est dans une société spéciste, et si je veux me faire bien voir, je vais être spéciste. Mais à ce moment-là, il me semble que c'est une affirmation assez superficielle, qui est peut-être vraie, mais pas forcément très intéressante. Mais je ne sais pas exactement ce que la personne voulait dire par là, parce que je n'ai pas vu cette présentation, ce panel. Jean-Christophe, si tu peux créer une petite précision, on la prendra volontiers. Du coup, autre question, sauf si vous avez envie de traiter tout de suite celle d'après vous. Mais j'en ai une là, qui m'intéresse, histoire de créer un peu une objection supplémentaire à Kagan. Oui. Si nous refusions de tuer des personnes modales, l'IVG serait moralement non acceptable? Alors, les embryons et les fœtus, ce n'est pas vraiment des personnes modales, donc ce sont des personnes potentielles. Parce que pour être une personne modale, il faut que maintenant, ce soit le cas que j'aurais pu être une personne, ou que plutôt que ce soit le cas que maintenant j'aurais pu être une personne. Or, on ne peut pas dire d'un fœtus ou d'un embryon qu'il aurait pu être à cet instant une personne. C'est simplement qu'il n'est pas encore une personne. Mais la frontière est mince, j'ai l'impression. La différence est mince. Là, oui, la frontière est mince. Oui. C'est là-dessus que je l'ai produit d'ailleurs. Là, je fais vraiment un point purement technique. C'est juste littéralement faux de dire que les fœtus et les embryons sont des personnes modales, mais c'est quand même des personnes potentielles. Et puis, on peut se dire que si les personnes modales ont les mêmes droits que les personnes, on voit mal pourquoi les personnes potentielles n'auraient pas aussi les mêmes droits que les personnes. Donc
ça va exactement dans le sens de ce commentaire. Si la personnalité modale était moralement pertinente, était une condition suffisante pour avoir des droits, alors la personnalité potentielle serait elle aussi une condition suffisante. Et donc, il faudrait donner des droits aux fœtus et aux embryons. Et ça paraît absurde. Ça ne paraît pas absurde à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me paraît absurde. Et d'ailleurs, c'est un argument qu'un autre philosophe a fait en réponse à Kagan, c'est Jeff McMahon. Dans le numéro de la revue où est paru l'article de Kagan, il y a eu 3 réponses. Une d'un philosophe qui s'appelle De Grazia, une de Peter Singer, une de McMahon. Les 3 réponses sont assez intéressantes. Celle de Singer, à mon avis, est vraiment faible. Mais McMahon fait ce point que ce serait vraiment bizarre de dire qu'il suffit d'être une personne modale pour avoir les mêmes droits qu'une personne. Par contre, être une personne potentielle, ça ne signifie rien. Et puis, dans son bouquin plus récent, Kagan, il a l'air de reconnaître ce point plus ou moins, mais il dit qu'en fait, selon lui, être une personne potentielle, ça confère quand même un statut supérieur. Mais il essaye de modérer ça en disant que les personnes modales ont un statut supérieur par rapport aux individus qui ne sont pas des personnes modales, mais qu'elles ont quand même un statut inférieur par rapport aux personnes. Donc, selon lui, le bien-être et la souffrance des handicapés mentaux qui sont des personnes modales importent quand même moins que le bien-être et la souffrance des personnes. Et puis ça, évidemment, je pense qu'il y a très peu de gens qui vont le suivre sur ce terrain-là, mais ça permet au moins peut-être d'éviter l'objection de l'avortement. On pourrait dire les personnes potentielles comme les personnes modales, elles ont quand même un statut moral, elles ont quand même des droits, mais ces droits sont super faibles par rapport à ceux des personnes. C'est ça qui nous autorise à commettre des avortements. Ok. Donc, on a un merci pour ta réponse. Est-ce que tu peux expliquer plus profondément, le terme est choisi, le fait qu'il n'y ait pas de différence morale entre les animaux humains et les non-humains? Et les animaux non humains. Oui, alors, il n'y a pas de différence moralement pertinente. Et puis, une différence moralement pertinente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une différence qui serait à même de justifier un traitement différent. C'est un peu difficile de l'expliquer autrement que comme ça. C'est simplement, peut-être que vous avez aussi cette intuition, comme moi, puis comme pas mal de gens, que si c'est OK d'avoir du respect pour un individu, mais ce n'est pas OK de ne pas avoir le même respect pour un autre individu, il doit y avoir une différence entre ces deux-là qui justifie cette différence morale. Puis cette différence, puisqu'elle justifie la différence morale, on dit qu'elle est moralement pertinente. Alors l'idée, c'est que il n'y a pas de telle différence entre les humains et les autres animaux. Pourquoi? Parce que la seule différence qu'on puisse identifier entre tous les humains et tous les autres animaux, c'est l'appartenance à l'espèce humaine. Et cette différence-là, le fait d'appartenir à l'espèce humaine, ça, ce n'est pas une différence moralement pertinente. Pourquoi ce n'est pas une différence moralement pertinente? Parce que c'est purement biologique, comme la couleur des yeux, la taille, le poids, la couleur de la peau, le sexe. Et ces différences-là, qui sont purement biologiques, elles sont assez clairement dénuées de pertinence morale. Ça veut dire que ce n'est vraiment pas le genre de différence qui justifie en général qu'on traite certains mieux que d'autres. Donc, si c'est le cas pour la couleur de la peau, pour le sexe, pour la couleur des cheveux, etc., mais il semble que ce soit aussi le cas pour l'appartenance d'espèce. Si l'appartenance d'espèce n'est pas pertinente, ça veut dire qu'il n'y a rien de moralement pertinent qui sépare les humains des autres animaux. Donc, il n'y a pas de différence entre les humains et les autres animaux qui justifie qu'on privilégie les humains. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui, je crois que c'est plus clair et ça amène à la question de Jean-Pierre. Jean-Pierre qui demande dans le film, alors du coup, ce qu'il admet entre guillemets, toutes ces déviances, il parle du sexisme, du racisme et du spécisme, ne sont-elles pas tout simplement des outils systémiques pour asseoir une domination d'une catégorie d'individus sur les autres catégories, et le reste suit, d'après lui. Donc, par exemple, l'aspect individuel de ces déviances s'explique par l'éducation. De tout temps, on a expliqué aux gens que les femmes étaient moins fortes, les vaches faites pour être mangées, etc., etc. Alors, je ne suis pas convaincu par ce genre d'explication, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'avec une partie de dissonance cognitive, une partie de tribalisme, on arrive assez bien à expliquer la manière dont on se comporte avec les animaux, puis même les croyances spécistes qu'on a. Ça a l'air d'être aussi le cas pour le racisme.
peut-être que pour le sexisme, il y a des explications plus systémiques, encore que je ne suis pas convaincu. Là aussi, il y a des explications évolutionnaires euh, des, des relations entre les sexes qui me paraissent assez convaincantes. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'aller chercher du côté des explications systémiques, sociologiques, euh, pour expliquer des choses qu'il me semble on arrive bien à expliquer autrement. Mais ça, c'est vraiment pas mon domaine de compétence, donc je voudrais pas m'aventurer plus que ça. Et, je vous donne mon jugement intuitif, mais ça vaut ce que ça vaut. Un jugement intuitif, parfois, c'est pas mal. En philosophie, c'est un problème. En philosophie, c'est un problème, un jugement intuitif, parfois, Non, pour en aller ailleurs. philosophie, c'est la base. Mais là, je vous parle de quelque chose qui ne relève pas de la philo, donc je suis plus prudent. C'est pas faux, c'est pas faux. Bon, alors, je vois une nouvelle question qui apparaît juste au moment où j'allais dire, ben oui, donc les 3 minutes suivantes vont arriver pour toi, François. Dans une des conférences, il a été dit que la norme étant de donner un droit à la vie aux humains, parfois malgré eux, exemple le suicide assisté, contrairement aux animaux, tués par milliards en raison de la discrimination spéciste. Donc, si on était pour étendre l'antispécisme, pour étendre la non-discrimination envers les animaux, alors il y aura encore plus de souffrance chez ceux-ci, animaux qui seront gardés en vie malgré leur souffrance dans l'agriculture industrielle, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Ben, je pense que si, en parallèle de cette réflexion sur l'antispécisme, on arrivait à réfléchir un petit peu plus intelligemment aux questions de morale humaine, donc là on parle de l'euthanasie, mais il n'y a pas que ça, ça serait super. Mais il y a des chances que la réflexion antispéciste elle amène à ça indirectement. C'est pas un hasard si Peter Singer, qui est quand même le défenseur le plus connu de l'antispécisme, est aussi un défenseur de l'euthanasie, un grand défenseur de l'avortement. Euh, L'idée, c'est la suivante. Si on admet la vérité de l'antispécisme, si on admet que le spécisme est injuste, on a le choix entre donner un droit et puis presque une obligation à la vie à tout le monde, ou alors y aller en fonction des intérêts des individus. Et ça paraît complètement invraisemblable que d'un coup on se mette à dire tous les êtres sentients ont un droit à la vie et puis c'est immoral de les tuer même quand ils souffrent terriblement. C'est aussi possible qu'en admettant que le spécisme est injuste et en commençant à se dire il faut adopter les mêmes normes pour les animaux que pour les humains, c'est-à-dire quand ils ont les mêmes intérêts que les humains, on vienne à réaliser que quand un humain souffre terriblement, et ça c'est une bonne raison de mettre un terme à sa vie pour peu qu'il soit consentant. Donc c'est le scénario dans lequel on se met à être antispéciste, la société devient antispéciste, et ça fait que tout le monde, tous les êtres sentients ont un droit à la vie et que ce droit à la vie devient de l'ordre du sacré comme le droit à la vie chez les humains maintenant. Ça me paraît un scénario complètement invraisemblable. Ok. Eh bien, que de réflexions en perspective. On a les bonnes bases là, il me semble. On a les biais, les circonvolutions de notre esprit qui sont d'un seul coup remis dans le droit chemin. J'ai l'impression, c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, François Jacquet, pour toutes ces précisions et tout ce guidage. On aura vécu. Pardon ? Merci d'avoir animé la séance. Donc, eh bien, écoute, moi j'ai presque envie de dire maintenant, il y a quelques vidéos de ta part que j'ai pu voir sur le web. Donc, profitons-en, continuons le chemin avec ces esprits qui nous éveillent et nous mettent en réflexion. Merci beaucoup, François Jacquet. Dans un instant, une réflexion pour gagner en efficacité, mesdames, messieurs, utiliser les histoires et le langage